parfait. Donc je vous disais effectivement une précaution puisque pas d'autorisation de mise sur le marché dans l'ensemble des techniques. Donc je vous présenterai des données scientifiques et quand il y aura des points de vue personnels, je vous le mentionnerai durant la présentation. Et effectivement, sur cette première slide, je vous disais donc du traitement de la douleur à celui de la spasticité qui moi m'intéresse dans mon champ d'expertise. Donc je ferai une petite ouverture à la fin de la présentation. Vous voyez qu'effectivement, dans le champ de la technique de cryoneurolyse et de cryoanalgésie, ça démarre dans les publications dans les années 70 et il y a effectivement un regain d'intérêt assez récent sur ces techniques et ce qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, j'avais envie également de vous faire un petit hommage puisque on a la chance d'avoir une conférence de consensus commune entre la Société française de médecine physique, Société savante, et la SFAR sur la pratique des blocs périnerveux. Et pour nous, c'est quelque chose qui a été extrêmement important puisque pour vous, puisque j'ai compris que le public était essentiellement des anesthésistes, bah, c'est quelque chose de classique. Mais pour nous, en médecine physique, c'est un intérêt absolument énorme de pouvoir faire la part entre les phénomènes d'hypertonie musculaire et de rétraction tendineuse. Et c'est vrai que cette conférence de consensus a eu le mérite bien de codifier cette pratique dans le champ de la médecine physique. Et donc c'est pour nous extrêmement précieux au quotidien, un vrai bonheur. Et on est vraiment très heureux de ce passage de flambeau entre les deux spécialités. Donc voici la technique de cryoneurolyse, donc qui se fait sous contrôle échographique avec une aiguille qu'on appelle une cryoprobe, avec un neurostimulateur. Et l'objectif est donc de venir au contact d'un nerf pour créer une bille de glace à moins 80 degrés. C'est là son importance, on va le mentionner. Vous avez ici une petite simulation qui est faite dans du sérum physiologique. Et l'idée, c'est effectivement de faire une alternance de cycles de freezing et de defreezing pour pouvoir léser le nerf. Et donc l'objectif, c'est de faire une dégénérescence valérienne. Vous avez ce papier là de 2014 qui le mentionne. Et en fait, il n'y a pas d'injection de produit dans le patient. C'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est une neurolyse physique. À la différence de la phénolisation qu'on utilise beaucoup dans le champ de la médecine physique, qui est une neurolyse chimique avec un alcool ou du phénol, là on est véritablement sur quelque chose de physique avec un gaz qui est rapidement accéléré au niveau de l'aiguille et qui provoque ce qu'on appelle un effet Joule-Thomson et qui donc va créer cette bille de glace. Vous en avez ici un exemple en microscopie avec en A le contrôle et vous voyez ici un nerf qui a été cryoneurolysé avec voilà au temps zéro et bien la destruction partielle de ce nerf. Et vous avez ici de l'immunofluorescence, ce qui vous permet de voir effectivement un nerf qui n'a pas été traité, puis les traitements en fonction des semaines, et puis la repousse qui commence à arriver au bout de plusieurs semaines. Donc vous connaissez, j'imagine, bien mieux que moi la classification de Sunderland et Sédon sur la neuropraxie, l'axonomnésie et la neuromnésie. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être d'arriver à une axonomnésie. Donc j'ai emprunté ces slides au docteur F. Boissonneau, qui était fellow juste avant moi au Canada, et qui ont le mérite de montrer de façon très simplifiée la technique de cryoneurolyse. Donc vous voyez, je vous disais, vous insérez une cryoprobe, vous créez une bille de glace, et vous avez ici donc la schématisation du nerf. Quand vous êtes sur une température qui va de plus 10 à moins 20 degrés, bah, vous créez une neuropraxie au niveau nerveux avec une atteinte axonale et de la gaine de myéline. À l'axonomnésie, vous avez donc cette lésion qui persiste, mais avec, entre moins 20 et moins 100 degrés, une préservation des structures externes. Et ce que vous ne souhaitez absolument pas, c'est d'avoir une neuromnésie, c'est-à-dire d'être en dessous de moins 100 degrés, et puisque dans ces cas-là, eh bien, vous avez une interruption complète du nerf avec un risque de névrome associé. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout recherché par la technique, puisqu'on ne veut pas obtenir de douleur post-geste. Il y a la question de la préservation des vaisseaux, et fort heureusement, les vaisseaux, notamment les vaisseaux des gros troncs, ont une structure avec 3 couches différentes qui leur permettent de résister au-delà de 200 degrés de température. Donc on a peu d'effets sur les vaisseaux, en tout cas rien qui a été rapporté dans la littérature, et d'un point de vue fondamental, eh bien, on aurait une température qui serait de l'ordre de moins 120 degrés pour qu'il y ait une atteinte des vaisseaux dans la littérature. Donc ça nous donne quelque chose qui est sécurisant sur le plan des vaisseaux. Donc la question, c'est quel gaz va-t-on pouvoir utiliser pour cette technique? Eh bien, si on se met sur un objectif, effectivement, d'être aux alentours des moins 80, eh bien, il y a 2 possibilités, c'est d'utiliser soit du CO2, soit du nitroxyde d'azote dans ces techniques-là. L'argon est possible, mais avec une destruction beaucoup plus importante de l'ordre de moins 150 degrés, qui dépend des indications, mais qui n'est pas forcément souhaitable. Alors,
Finalement, qu'est-ce qui a été publié dans la littérature et quelles sont les bonnes indications? Alors, une première qui peut nous rassembler, c'est la gestion de l'épaule douloureuse et particulièrement du nerf suprascapulaire. J'aime beaucoup ce papier de L'aumônerie et collaborateur de 2020 qui fait état de toute l'innervation sensitive de l'épaule. Vous avez en haut à droite le petit schéma avec l'ensemble des différents nerfs qui innervent l'épaule. Et donc, effectivement, le nerf suprascapulaire semble présenter un intérêt très intéressant puisque une large innervation de la capsule, notamment postérieure. Et vous avez donc ici une cible qui est aisée au niveau donc de l'incisure scapulaire. Donc ça, c'est un atlas qu'on a publié avec le professeur Rigoire il y a quelques années et le docteur Bénédicte Bouche sur les nerfs périphériques. Et donc effectivement, on peut accéder très facilement à ce nerf, particulièrement au niveau de l'incisure, au niveau de l'échancrure spinogénoïdale, mais plutôt au niveau de l'incisure. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. On insère sur la technique de cryoneurolyse un cathéter, un angiocathéter pour protéger la peau et éventuellement les vaisseaux quand on a besoin. Et on va pouvoir venir ici descendre une aiguille et créer, je ne sais pas si vous voyez bien sur votre écran, créer une bille de glace avec différents types d'appareils. Il en existe des ultra portables et il en existe sur des consoles un peu plus importantes. Donc ça, c'est l'équipe canadienne, c'est le docteur Paul Winston qui a développé cette technique, notamment sur le nerf suprascapulaire. Je vais vous montrer quelques publications de lui. Vous voyez là, effectivement, la bille de glace qui se forme. On a un neurostimulateur pour être sûr et certain d'être au bon endroit. Donc sur le nerf suprascapulaire, on a quelque chose de très intéressant. Vous voyez une patiente ici qui a une hémiparésie spastique avec une douleur qui est importante, invalidante dans le cadre d'un syndrome épaule-main. Et effectivement, eh bien, elle a bénéficié de cette procédure uniquement. Il n'y a pas eu d'infiltration non plus au niveau de l'épaule. Et donc, elle a une très nette diminution de sa douleur et avec un gain d'amplitude articulaire qui était limité principalement par la douleur, mais également par la rétraction de la capsule. Et donc, très intéressant pour cette patiente d'un point de vue traitement du nerf suprascapulaire. Également, on a quelques séries de cas qui ont été rapportés, plutôt des case reports, sur la problématique de l'omarthrose. Donc vous voyez ici, par exemple, également l'équipe du professeur Paul Winston qui a publié donc cette étude assez récemment sur effectivement le gain d'amplitude articulaire. Et vous voyez particulièrement sur l'abduction de l'épaule et puis un gain également sur les scores de la douleur avec un effet, vous voyez, qui se poursuit jusqu'à 170 jours en tout cas. Donc un intérêt probablement de cette technique dans ce management-là. Il y a aussi également d'autres publications qui ont été faites. Ici, par exemple, une série de cas publiée assez récemment de 5 patients sur les douleurs intercostales. Et donc, vous voyez ici le repère connu au niveau des côtes où on va pouvoir venir mettre le trocar avec la cryoprobe et venir léser ce nerf. Et donc, effectivement, les auteurs rapportent qu'il y a un soulagement efficace et prolongé de la douleur chez tous les patients avec peu d'effets secondaires. Et à 3 mois, il n'y a pas eu de complications de douleurs neuropathiques qui ont été rapportées. Et vous voyez que vous avez différents cas, des fractures simples, plus ou moins complexes, avec différents scores de douleur. Et donc, voilà, un début d'évidence sur ce sujet. Un autre papier que j'ai pu trouver, c'est celui avec l'atteinte du nerf, avec le traitement du nerf sous-costal, avec ici, vous voyez une technique qui se rapproche de celle qu'on a vue précédemment. On passe sous la 12e côte pour aller chercher ce nerf sous-costal, qu'on voit très très bien ici. Donc en échographie, on voit les repères osseux. Les auteurs avaient également fait une fluoroscopie pour être sûr et certain d'être au bon endroit. Vous avez ici encore un dispositif portable qui a été utilisé de chez Passira. Et donc, vous voyez une douleur thoracique postérieure chronique depuis 14 ans. Un cycle de refroidissement à moins 88 degrés pendant 106 secondes, qui est le cycle standard de ce type d'appareil ultra portable. Et une réduction complète de la douleur, vous voyez, spectaculaire à 0/10, maintenue pendant 3 mois sans complications. Donc, vous voyez qu'on commence à avoir des difficultés parce que on a effectivement beaucoup de cas cliniques qui ont de case report et de séries de cas, et on manque un petit peu de cohorte sur ce type de sujet.
Un autre cas, là, qui est un cas personnel non publié d'un patient de 35 ans, problématique de névrome, suite à une amputation donc, sur un accident de skydiving. Et donc, intéressant également, bah, c'est qu'en médecine physique, on peut faire donc, des blocs moteurs. Et donc, on lui avait fait un bloc anesthésique pour voir si effectivement ça pouvait l'améliorer d'un point de vue de son névrome. Il a répondu et donc on lui a proposé une technique donc, de cryoneurolyse que vous voyez ici. Donc là, c'est le bloc qui a été réalisé. Et juste après, vous avez ici la réalisation à plusieurs endroits du tronc nerveux de cette procédure de cryoneurolyse avec un patient qui a eu un soulagement pendant quelques mois. Mais après, malheureusement, c'est revenu pour cette patient, mais probablement un intérêt sur les névromes. Et de façon très récente, 4 mars dernier, il y a équipe parisienne qui a publié le traitement des névromes de Morton. Vous voyez, à propos de 59 névromes de Morton traités, 55 procédures, et vous voyez que effectivement, vous avez une décroissance importante puisqu'on passe de 7,1 sur le VA à 2,7, avec des résultats qui sont statistiquement significatifs sur cette cohorte de patients, et avec également, vous voyez, des effets indésirables qui ont été rapportés par cette équipe. Donc un intérêt certes probable sur les névromes de Morton. Un autre bon intérêt également, c'est celui en orthopédie sur les problématiques de gonarthrose et de coxarthrose, puisque les nerfs sensitifs sont globalement pour la plupart accessibles, principalement donc les branches du fémoral antérieur et la branche infrapatellaire. Et donc on a également quelques cas qui ont été publiés sur ce sujet. Et et avec des résultats qui sont plutôt intéressants. Il me semblait vous avoir mis un autre papier sur le sujet, mais il n'apparaît pas. Donc vous avez ici un papier de SAG qui finalement fait état de toutes les possibilités thérapeutiques, toutes les possibilités thérapeutiques. Donc vous voyez, en passant du nerf pudendal sur le nerf vague, les nerfs obturateurs, les nerfs géniculaires pour la douleur de genou, on l'a vu, le traitement du nerf sural, j'en ai vu plusieurs fois au Canada, ça marche très très bien, branche du nerf saphène, et voilà, on peut vraiment accéder à une grande variété de nerfs, et on a quelques évidences sur l'ensemble de ces nerfs, essentiellement des séries de cas et des case reports. Alors, comme je vous le disais, quand on cherche des cohortes, eh bien, je peux vous proposer ce papier récent, publié en novembre 2023, là encore par l'équipe du professeur Paul Winston, mais il ne s'occupe pas que de la spasticité, il fait également la douleur, comme vous l'avez compris, notamment sur l'épaule. Et donc, c'est un papier très intéressant, puisque c'est 3 cohortes qui ont été poolées, avec un total de 277 nerfs traités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même 99 nerfs mixtes à la fois sensitifs et moteurs. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Je vais vous montrer le détail après. Et vous voyez que vous avez 96,75% de nerfs sans douleur ou dysesthésie. Et donc, vous voyez la distribution donc, des nerfs traités. Vous voyez que c'est essentiellement et principalement des troncs nerveux, donc sensitivomoteurs. Et il y a aussi une large cohorte, vous voyez, de 20 patients de nerfs suprascapulaires. Et quand vous regardez donc les complications qui ont été rapportées, je vous ai mis au-dessus en synthèse les différentes contre-indications et effets indésirables qui ont été rapportés dans la littérature. Vous voyez que c'est principalement de l'urticaire, de la nécrose musculaire et de la douleur neuropathique. Eh bien, vous voyez que dans cette large cohorte, ces 3 cohortes de patients, eh bien, ce sont essentiellement les troncs nerveux qui ont présenté des effets indésirables et principalement le tronc du nerf tibial. Il y a eu un management qui a été fait de ces complications sur 3 mois avec des patients qui ont eu un retour à la normale dans les 3 mois avec finalement des traitements assez classiques, que ce soit la prescription de gabapentine, injection de cortisone, de l'injection de toxines. Et l'équipe canadienne, en fait, a continué à développer la technique du management de ces effets indésirables. Et en fait, ils refont une procédure maintenant. Donc, quand on a ces douleurs, en fait, ils partent du principe, et ça a été retrouvé dans certains papiers dans la littérature, que eh bien, c'est une procédure incomplète. Et donc, ils retraitent le patient très rapidement dans les jours qui suivent. Et ça permet effectivement
de traiter et de plus avoir ces dysesthésies ou ces douleurs neuropathiques. Voilà. Je vous l'ai mis ici, c'est ici l'article de référence pour la congélation sur les grosses artères, puisqu'on peut se poser la question. Moi, j'ai vu beaucoup de procédures au Canada sur le nerf médian au niveau du pli du coude, avec l'artère brachiale qui est vraiment juste à côté, et l'artère était à chaque fois collée à la bille de glace. Et c'est vrai j'ai eu l'occasion de voir que l'artère ne bougeait pas, qu'il n'y avait pas d'effet indésirable. Et donc ça a été étudié dans la littérature. Donc sur les gros calibres, il n'y a pas d'effet. Il faut être assez prudent sur les veines, parce qu'il n'y a pas de protection musculaire comme les artères vues en absence de médias. Et donc d'où l'intérêt de mettre en place un angiocathéter pour protéger la peau et les vaisseaux. J'aimerais vous dire quelques mots sur le fait que j'ai pu étudier cette technique au Canada, à la fois sur le versant douleur et spasticité pendant 1 an, donc dans l'équipe du professeur Paul Winston, grâce au soutien de ma société savante qui est la Sofmer. Et juste quelques mots pour vous dire, avant de vous quitter, que cette technique nous intéresse beaucoup dans le champ du handicap, parce que le management de la douleur, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous dans le quotidien, mais également le management de la spasticité. Et donc j'ai la chance de travailler avec le professeur Philippe Régoire, qui est neurochirurgien et qui a la triple casquette d'être un chirurgien du rachis, un chirurgien de la douleur et un chirurgien du handicap. Donc il y a un pont translationnel qui se fait de façon extrêmement intéressante, au milieu avec le professeur Philippe de Normandie, qui est un des grands noms de la neuroorthopédie française. Et donc notre projet est le suivant, c'est d'essayer de remplacer en partie la neurotomie chirurgicale invasive qui nécessite le bloc opératoire, une anesthésie générale, 3 jours d'hospitalisation, avec une technique micro-invasive qu'on pourrait faire pour une partie des patients directement en MPR, soit sur un stade pré-chirurgical pour montrer l'effet aux patients de ce que pourrait être le bénéfice d'une neurotomie, ou bien effectivement de façon semi-permanente avec des patients qu'on retraiterait tous les 1 an et demi, 2 ans dans l'idéal. Donc c'est pour ça qu'on a déposé et obtenu un PHRC qui démarre au premier trimestre de l'année prochaine, qui comparera la neurotomie chirurgicale versus la cryoneurolyse sur les branches sélectives du nerf tibial. Donc c'est une très grosse étude qui démarre et dont je suis le PI. Vous l'avez compris, pour nous, ce qui est important, c'est l'efficacité et la durée. Vous avez ici, de façon extrêmement simplifiée, les différentes possibilités thérapeutiques qu'on a aujourd'hui, avec la toxine qu'on connaît bien à la fois pour le management de la spasticité, mais de la douleur, le phénol dont je vous ai parlé sur la neurolyse chimique, mais uniquement sur les nerfs moteurs, et donc la cryo pourrait être une alternative intéressante en tant qu'une superphénolisation par une neurolyse physique qui permettrait de traiter à la fois des nerfs moteurs sensitifs, voire mixte. Et donc ça nous intéresse beaucoup à l'heure où l'accès au bloc opératoire est quelque chose de difficile. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je peux rester en ligne quelques minutes pour répondre à d'éventuelles questions.